Il faut savoir décrypter les paysages. Parfois, des détails architecturaux nous en disent long sur les modes de vie des habitants. Ainsi, notre région possède-t-elle dans de nombreuses communes des cabanons. Leur nombre est parfois incroyable, près de 200 à Saillant, autour de 80 à Beaufort-sur-Gervanne. Et ne parlons pas de Châtillon-en-Diois, où ils rythment magnifiquement le paysage. Ces constructions, hélas souvent en ruine, nous racontent, pour beaucoup d'entre elles, un moment terrible de l'histoire du XIXe siècle, l'arrivée du phylloxéra dans les vignes de la France entière et même de l'Europe. À Saillant, Pascal de Navy, qui possède lui-même un cabanon le long de la Drôme, s'est lancé à l'initiative de l'association Vivre à Saillant dans la tâche immense de les recenser et de les photographier. Voilà le lavoir, qui maintenant sert plus de repère aux lézards verts en été, mais s'il a servi, il n'y a pas de problème. Et l'eau arrivait par là. D'après ce que j'ai compris, à l'époque, bon, c'est vrai qu'il y avait des usines qui se sont construites avec la soie et tout ça, mais il y avait aussi beaucoup de petits agriculteurs qui avaient soit des pêches, soit des vignes, soit qui essayaient de faire un petit peu de légumes ou autre chose comme ça, ce qui ne fonctionnait pas très bien. Et puis, au fur et à mesure, bon, là, je sais que pour ceux qui travaillaient les pêchers, la difficulté, c'était d'écouler le produit. Et souvent, des gens qui faisaient de la culture fruitière, comme les pêches, du fait qu'ils étaient obligés d'aller au-delà du col de Cabre pour vendre leurs fruits, bon, c'était trop compliqué, c'était pas rentable, et petit à petit, il y en a beaucoup qui sont consacrés à la vigne. Chaque famille avait sa vigne qui servait certes, pour partie, à la consommation privée, mais qui offrait aussi un revenu complémentaire. On a beaucoup taquiné nos ancêtres en les soupçonnant d'alcoolisme, en raison du nombre considérable de cafés qu'il y avait dans chaque village. Beaucoup en avaient une dizaine, parfois une vingtaine pour les gros bourgs. Mais s'il en était ainsi, c'est que les familles d'agriculteurs écoulaient directement leur production en aménageant vaguement un coin de leur maison. Nos ancêtres ne parlaient pas de circuits courts, mais ils les pratiquaient. Ainsi rentrait dans les pauvres finances des paysans d'alors un peu d'argent frais. L'apparition du phylloxéra à partir de 1860 va ruiner les 3/4 du vignoble français. Cet insecte, probablement arrivé des États-Unis, dessèche les plants de vigne. Son expansion d'un vignoble à l'autre a été foudroyante. Le seul traitement que l'on a d'abord trouvé fut de pulvériser dans les vignes de la bouillie bordelaise. Mais pour la fabriquer, il fallait tout simplement de l'eau. Or, les vignes n'en avaient pas, d'où l'idée de construire des cabanons pour récupérer l'eau de pluie sur leur toit. On rangeait aussi dans ces constructions les outils et on passait de bons moments. Il y a les gros cabanons à 2 étages ou 3 étages qui, enfin quand je dis 3 étages, c'était souvent une cave plus un étage où on rangeait les bestiaux, si on peut dire, et puis un deuxième étage qui servait plus à faire sécher ou éventuellement qui pouvait servir de dortoir. Et ces cabanons-là étaient construits par des propriétaires plus importants que les autres qui envoyaient leurs ouvriers agricoles travailler loin de la ferme et ils avaient besoin de rester un jour ou deux, soit pour préparer le terrain, soit pour faire les récoltes, etc. etc. Donc là, c'est des cabanons à au moins 2 étages avec une cheminée, un potager. Et puis, alors, il y a tous les petits cabanons qui sont arrivés avec la vigne et en particulier avec l'époque du phylloxéra. Donc des petits cabanons à soit une pièce, soit 2 pièces, habituellement sur le même plan. Il y avait une pièce qui servait d'habitation, alors avec une cheminée, là aussi un petit potager pour réchauffer le pot,
Parfois. Alors ça, c'est ce qu'on appelle toujours un potager. C'est-à-dire que vous avez une petite grille là, dans laquelle on mettait des braises et sur laquelle on posait le pot à réchauffer et les cendres tombaient là-dedans. Et ça permettait, une fois qu'on avait cuit tout ce qu'on voulait cuire dans la cheminée, de faire mijoter, réchauffer, de manière à ce que quand on rentre du travail, on pouvait passer directement à table. Alors l'eau était avec le puits qui est au fond du jardin, et je crois que c'est un des seuls cabanons pour lequel il y a un puits au fond du jardin, aussi au bord de la route. Et autrement, il y a les bassins de rétention d'eau, quand même, tout autour de la maison. Alors, les bassins de rétention étant... C'est récupération de l'eau de pluie. Parfois, un réservoir d'eau qui était sous la maison. Parfois, le réservoir était à l'extérieur. Et tout ça, après les canalisations, ça se remplissait. La deuxième pièce, c'était pour soit le matériel, soit mettre la jument ou la mule à l'abri. Là où on voit bien que ce sont des cabanons qui étaient pour la vigne, c'est qu'ils avaient pratiquement tous, et il y en a encore certains qui sont intacts, un petit bassin dans lequel ils faisaient la bouillie bordelaise. Et c'est un bassin dont les parois sont complètement bleues. Alors il faut rappeler peut-être un petit peu le drame qui a été le phylloxéra, parce que pour que ça ait justifié que des gens fassent des constructions, enfin qu'ils mettent tout un système en place... La construction, c'était aussi pour pouvoir passer la journée loin de la maison, parce que souvent les agriculteurs habitaient dans le village même. Donc les petits agriculteurs. Donc le temps de quoi se déplacer, se loger pendant une journée complète, par tous les temps. Et puis en plus, alors, pour combattre le phylloxéra, ils avaient rajouté ce petit bassin dans lequel qui remplissait l'eau quand on avait besoin pour faire leur sulfate. L'épidémie de phylloxéra touche le monde entier. En France, c'est notamment le Languedoc vers 1860, notre région peu après, la Bourgogne vers 1890, la Champagne vers 1900. Cela ruine une économie où l'agriculture n'est absolument pas spécialisée. On y additionne les petits revenus. Or, ça n'est vraiment pas de chance. 10 ans avant le drame du phylloxéra, commence à frapper chez nous la maladie du ver à soie, la pébrine. C'est dire combien les agriculteurs sont alarmés. Ils perdent alors une part essentielle de leurs revenus. Dans mon enfance, j'avais passé beaucoup de temps au Beaujolais, et là-bas aussi, ils en parlaient énormément. J'en ai aussi beaucoup entendu parler du phylloxéra sur tout le sud du Languedoc, là. Et visiblement, ça a fait des ravages considérables dans toutes les lignes. Ce que votre enquête a montré aussi, c'est que s'il y a 200 cabanons, et une fois encore sur une population qui à ce moment-là tourne autour de 2000 personnes, soit sensiblement, à l'époque c'était des grandes familles, ça doit faire 400-300 foyers, quelque chose de ce genre, ça fait presque un cabanon par foyer, hein, pratiquement. Oui, mais moi ce que j'ai repéré, c'est qu'ils n'avaient pas tous la même destination. Vous avez des coins où, bon, ça se repère parce qu'il n'y a pas le même type de réservoir pour la bouillie bordelaise, c'était des cabanons de jardin pour ceux qui faisaient du maraîchage. Et ça, c'est assez net. Et d'ailleurs, c'est dans des coins du village où c'est plutôt à l'ombre. Et puis, il y avait des cabanons pigeonniers aussi, qui servaient plus de pigeonniers. On les repère bien parce que là, c'est plus une tour. Il y a habituellement un toit à 4 pans, alors que les cabanons habituels, ils ont 2 pans, ou parfois un seul. Mais il y avait aussi des cabanons qui avaient uniquement un but de loisir. Ça permettait de sortir du village et d'aller passer une journée tranquille dans la nature.
lorsqu'on regarde le travail photographique que vous avez fait, évidemment, on est frappé de ce que vous avez été en chercher dans des buissons à des endroits impossibles, probablement complètement cachés, ce qui nous dit qu'au fond, depuis, il y a eu un abandon considérable de terrain, quoi, parce que s'ils sont maintenant dans des buissons à des endroits impossibles, ça veut dire que tout simplement, on cultive plus à proximité. Oui, mais alors ceux qui sont vraiment dans des coins pas possibles et au milieu des buissons, c'est très souvent sur des pentes qui sont très difficiles. Donc, faire cultiver quelque chose là-dessus, même de la vigne, ça demandait un énorme travail. Alors j'imagine que vous avez dû sans doute vous documenter au moins comme ça sur ce qui pouvait se passer ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment par exemple qu'à Saillant il y en a particulièrement beaucoup, ou que en fait ce que vous êtes en train de me dire relativement à Saillant au fond serait applicable un peu partout alentour? Moi j'ai entendu parler de Châtillon. Châtillon-d'Ivoire, où c'est pratiquement les mêmes périodes de construction de cabanons avec des ressemblances évidentes. J'ai un architecte qui habite Saillant pendant les vacances là, qui m'a parlé de cabanons qui avaient à peu près les mêmes structures et qui étaient aussi dédiés à la culture de la viticole, beaucoup plus au sud, dans le Vaucluse. Bon, visiblement, c'est un truc qui, j'allais dire, qui fonctionne dans toute la Provence et la Drôme de Haute-Provence, et même dans la Drôme, parce qu'ici on n'est pas encore en Haute-Provence. Vous m'avez dit donc 175, hein, si je ne me trompe pas. 175, sur ces 175, il y en a combien qui sont à peu près en état? Si on prend le petit cabanon de vigne, donc celui qui n'a qu'un étage, et avec les éléments importants, il y en a un qui est en parfait état, qui est sur le chemin qui monte à la Chaudière. Il y en a plusieurs pour lesquels, je dirais 7-8, pour lesquels il n'y aurait pas de gros efforts à faire pour les rendre habitables, enfin sinon habitables, au moins utilisables, mais qui souvent servent de dépotoir. Et puis tout le reste est avec des toitures abîmées, avec des planchers, surtout quand les citernes sont en dessous, des planchers qui ne sont pas bien utilisés, pas utilisables. Puis c'est tout, quoi. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence à cette assemblée générale de notre association Vivre à Saillant qui est ouverte. On a fait une très belle exposition grâce aux exposants d'ailleurs. C'était Cabanon 96. Depuis, l'idée trotte de vraiment faire un vrai travail sur les cabanons, un ouvrage. J'ai repéré et photographié plus de 175 cabanons. Tout un petit groupe de Saillançons est actuellement mobilisé pour sauvegarder les souvenirs attachés à l'usage de ces bâtiments. Pour trouver les cabanons, je me suis servi bien sûr de ceux que j'apercevais. Je me suis servi du cadastre. Je me suis fait filer par la mairie les différents planches du cadastre. Et je suis allé chercher tout ce qui pouvait ressembler en superficie à des petits cabanons. Je me suis servi de Géoportail et d'autres sites comme ça parce que entre le cadastre et la réalité, il y a quand même des différences. Donc j'ai repéré des cabanons ou des trucs qui pouvaient être des cabanons vus du ciel. Et puis ensuite, il a fallu tout faire coordonner. Donc à chaque cabanon, j'ai attribué sa cote cadastrale. Et je suis allé à la mairie. Et on a passé avec une personne de la mairie bien 2 heures, 2 heures et demie. Je lui donnais le numéro du cadastre. Elle m'indiquait les propriétaires. On repérait leur adresse aussi, de manière à ce qu'on puisse les contacter pour que on puisse leur envoyer un questionnaire sur qu'est-ce qu'ils font de ce cabanon, qu'est-ce qu'ils connaissent du cabanon avant, comment, etc., etc. C'est aussi l'écho d'un temps où on se déplaçait à pied avec une mule, etc. Donc faire ces 3 bornes le matin et puis 3 bornes le soir, ça prenait suffisamment de temps. On n'allait pas redescendre déjeuner
à midi, et parfois on passait la nuit là-haut. Il y avait toujours moyen de se chauffer. À tous. Tous, ils ont une trace de petite cheminée, et à côté, le petit potager pour réchauffer la soupe. Les cabanons ont certes servi à des usages agricoles, mais ils ont abrité aussi des rencontres autour de bons verres et parfois même pour des échanges beaucoup plus intimes. En 1928 eut lieu dans un cabanon rose aujourd'hui disparu le meurtre d'un habitant connu pour son goût des belles dames. La presse s'empara de l'affaire avec enthousiasme, les gendarmes crurent tenir un coupable qu'ils accablèrent de leurs soupçons. Celui-ci, désespéré de la réputation qu'on lui faisait, se suicida. Et, hélas, il y a gros à parier qu'il était innocent. Le cinéaste Jean-Pierre Mocky s'est emparé de l'affaire pour en faire un film. Il s'est solidement brouillé avec la population locale, en prenant beaucoup de liberté avec les événements et en tournant son film dans l'Ardèche. Je lui ai juste parlé au téléphone la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'il voulait? C'est quoi toutes ces questions? Vous êtes flic? Du moins, cette petite affaire aura eu le mérite de raviver la curiosité sur ce qui pouvait se passer dans ces charmantes constructions.